nous nous retrouvons. Voilà, notre rendez-vous est enregistré comme d'habitude. Il sera joignable et vous pouvez le visionner en Facebook en direct pour ceux qui ne sont pas en Zoom avec nous et plus tard sur notre chaîne YouTube de l'Organisation sioniste mondiale. Donc, je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir, et pas pour la première fois, j'allais dire une personnalité très particulière puisqu'il s'agit d'Ariel Gomez. Ariel Gomez, qui est un ingénieur aéronautique israélien. Vous l'avez déjà entendu vous présenter la mission exceptionnelle de Bereshit, que vous connaissez, qui a été un événement très important dans l'histoire aérospatiale israélienne. Et depuis, évidemment, il continue à être très au fait et il accompagne l'actualité de l'aéronautique de façon générale et l'aéronautique israélienne de façon particulière. Voilà, nous l'avons dit maintenant à la lumière, j'allais dire que maintenant les voyages sont ouverts à travers le monde. Les gens vont pouvoir arriver, j'espère, en Israël et pourquoi pas très bientôt, et vous en dira quelques mots peut-être, très bientôt pouvoir arriver aussi sur des planètes telles que la planète Mars, par exemple, qui sera ouverte probablement à des touristes ou à des gens en tout cas très fortunés. Il y a une évolution tout à fait particulière de ce monde que nous allons découvrir grâce à lui. Voilà, je vous remercie d'être avec nous. Je remercie Yasmine Cohen-Manheim, notre directrice des programmes en France, de nous avoir organisé cette rencontre avec vous. Et Naftali Lévy de Jérusalem qui va vous accompagner pour le chat de vos questions à la fin de la présentation qui durera une quarantaine de minutes. Erev Tov, Be'atzlacha. À toi, Ariel. Merci. Alors, merci beaucoup, Avi. Merci beaucoup, Yasmine et Naftali, pour cette opportunité. Et donc là, effectivement, aujourd'hui, étant donné que l'année 2021 est une année assez particulière sur le point de vue spatial, donc on a dit avec Yasmine et Marlaka, on a dit on va essayer de faire partager un petit peu ce qui s'est passé cette année pour ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas, là, on va les mettre au courant de ce qui se passe un peu au-dessus de nous. Et encore une fois, merci donc à l'Organisation sioniste mondiale, de France en particulier, pour pouvoir m'inviter et partager. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Nathalie, vous pouvez poser au milieu, il n'y a pas de problème si quelque chose n'est pas assez clair. Donc, je commence par me présenter. On voit bien la présentation, Yasmine? Parfaitement, oui, oui. Ok, super. Donc voilà, donc je vais commencer à me présenter. Avi a commencé par cette présentation, l'introduction. Donc, je me nomme Ariel Gomez, je suis ingénieur électronique à la base, maintenant ingénieur système. Donc, comme Avi a dit, j'ai participé à la première mission lunaire israélienne lunaire, qui était différente de toutes les missions qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, et même qui sont faites encore aujourd'hui. C'était une mission privée, première mission privée dans ce qu'on appelle le deep space, l'espace profond. C'est-à-dire que dès qu'on sort de l'attraction du champ magnétique, du champ gravitationnel terrestre, on passe et arriver jusqu'à la Lune, c'est la première fois qu'une mission a été faite jusque la Lune, d'une manière privée, avec des fonds privés, essentiellement privés, et avec une petite équipe qu'on peut voir ici, donc la photo, une équipe d'une quarantaine de personnes, au total 60 avec EIA, qui était notre constructeur, donc une centaine de personnes qui ont fait une mission. C'est sans commune mesure avec les missions qui sont faites au CNES ou à la NASA ou même en Chine, où on parle de centaines, voire de milliers de personnes. Et on a fait ce que les autres n'ont pas fait pour un prix qui était totalement innovant, puisqu'on parle du privé, on ne parle plus des États. Donc, mon rôle était ingénieur système durant la mission. On en a déjà parlé de cette mission lunaire. On va en reparler un petit peu sur ce qui va se passer dans le futur avec Bereshit 2 aussi. Et donc, s'il y a des questions, avec plaisir, on peut en poser. Donc, je voulais commencer, comme cette semaine, c'est une semaine où aussi on a le Yortzeit ou la Skara du Rabbi de Lubavitch. Je pense que je voulais le rappeler rapidement. On a posé la question dans les années 70, quand la conquête spatiale en fait, a commencé entre les deux États, les États-Unis et la Russie. Donc, dans cette guerre froide qui a été spatiale, qui est dans le domaine spatial, un peu comme une guerre des étoiles, qui en fait a fait avancer toute l'humanité. C'était une course qui arrivait jusqu'à la Lune, qui est arrivée jusqu'au Mars aussi. Donc, en fait, dans les années 70,
un des ingénieurs, un des chercheurs de la NASA, est venu poser la question au Rabbi de Lubavitch en disant est-ce qu'on peut rechercher la vie extraterrestre dans le cas du judaïsme? Puisque lui, le docteur Green, était un biologue pour le compte de la NASA qui devait en fait chercher des signes de vie ou des traces de vie, ce qu'on fait toujours jusqu'à aujourd'hui, de bactériologique ou d'anciens fossiles de bactéries qui ont été sur Mars. Peut-être que comme sur la Terre, il y a eu une vie, on estime. Et donc, il a posé la question, est-ce qu'en tant que juif pratiquant, j'ai le droit de participer à ce genre de mission? Donc, la réponse du rabbi lui dit que Dr. Green, c'est-à-dire on peut les retrouver puisqu'elle a été documentée, va chercher la vie sur Mars et si tu ne la trouves pas là-bas, va la rechercher encore plus loin dans la galaxie. C'est une traduction libre de l'hébreu que j'ai faite, mais parce que le rabbi dit, car dire qu'il n'y a pas de possibilité de vie sur une autre planète que sur la Terre, c'est limiter d'une certaine partie à Dieu. Il a dit, et ça, c'est impensable pour nous de limiter Dieu. Donc, en gros, le rabbi a donné sa bénédiction pour aller chercher la vie autre part. Et bon, il se base sur une Gemara. Après, je n'ai pas développé ça, mais en gros, c'est très possible. Et la Gemara parle une certaine opinion dans la Gemara parle de vie en dehors de la Terre, qui est un peu différente de la nôtre, mais le rabbi a donné sa bénédiction pour aller chercher. Donc, je voulais commencer par ça. Donc, le rabbi de mémoire bénite, cette semaine, c'était Saaskara. Voilà. Maintenant, je reviens sur notre sujet. Donc, je vais commencer. Avant de parler de Mars, je voulais d'abord qu'on parle un peu de où est-ce qu'on vit, où est-ce que nous vivons. Donc, ça veut dire on sait qu'on vit sur la Terre, mais où est la Terre est située dans notre galaxie. Donc, on va faire un petit peu ce qu'on appelle un zoom out. Je vais parler un petit peu de notre galaxie qui est la Voie lactée. Notre galaxie, en fait, est un ensemble d'à peu près de 200 à 400 milliards d'étoiles et de planètes. Ce sont des termes. Alors là, je vous préviens, on va parler de termes et de kilométrage ou de distance. Donc, vous n'avez pas l'habitude. En fait, là, j'ai oublié de vous prévenir qu'on allait sortir de l'atmosphère. Et en fait, dès qu'on sort dans l'espace, on parle de distances qui sont différentes de ce que l'on a l'habitude sur Terre. Donc, en fait, aujourd'hui, on parle d'une quantité de 400 milliards d'étoiles. Une étoile, c'est comme le Soleil. Donc, on peut multiplier. Disons que nous avons 8 planètes dans notre système solaire. Donc, vous pouvez multiplier. En fait, on n'a aucune idée d'exactement parce qu'on n'arrive même pas à voir le fond de notre galaxie. Et nous sommes situés à peu près à 27 000 années-lumière du centre de notre galaxie, de notre propre galaxie. 27 000 années-lumière, c'est-à-dire 27 000 milliards de kilomètres du centre de notre propre galaxie, quand on sait qu'il y a des milliers de galaxies. Donc, ça donne un peu les proportions de l'immensité dans laquelle en fait nous vivons. Nous, on a l'habitude sur la Terre, on parle de notre planète Terre, de passer d'un continent à un autre, mais dès qu'on sort de la Terre, on parle d'espace et de distance qui sont en fait qui sont difficilement mesurables à l'échelle humaine. Et juste pour donner notre galaxie, le centre de notre galaxie tourne à peu près à 600 km/s. C'est des vitesses énormes, on parle de distances énormes. Et en fait, nous sommes sur un des coins de notre galaxie. On peut le voir, je l'ai fait, c'est notre Soleil qui a à peu près 27 000 milliards de kilomètres du centre de notre propre galaxie. Donc maintenant, ça, c'est une galaxie, c'est là où nous vivons, en fait, si on veut, c'est notre galaxie. Et maintenant, on va voir un peu notre quartier dans notre galaxie. Donc, ça veut dire notre coin à nous, c'est le système solaire. Le système solaire est composé avec 8 planètes. Donc, ça veut dire de ces 8 planètes-là, ce sont nos 8 sœurs, si on veut. Ça veut dire la Terre fait partie de 8 planètes. J'ai un peu simplifié le schéma parce qu'on parle pas on ne voit pas la Lune, on ne voit pas les lunes des autres grosses planètes. Mais disons, on a 8 planètes autour du Soleil qui tournent. Le Soleil, qui est notre étoile, nous sommes des planètes par rapport à une étoile, nous tournons autour de l'étoile. Et des étoiles comme ça, on a dit qu'il y en a 200 millions et 200 et 400 milliards dans notre galaxie. Donc, si on se concentre sur notre planète, maintenant, je vais juste dans notre système solaire, juste pour donner un peu des ordres de grandeur. Quand on parle de la Terre, on voit qu'en fait, la Terre est une des plus petites planètes. Si on veut, dans notre système solaire, on a 4 petites planètes qui sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Après, on passe aux grosses planètes, c'est-à-dire c'est Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Juste pour qu'on comprenne les distances, nous nous situons à peu près à 150 millions de kilomètres du Soleil. La lumière, pour nous arriver, elle met à peu près 8 minutes. Si on va vers Neptune, qui est la dernière des planètes du système solaire,
Neptune est situé à peu près à 5 milliards de kilomètres du Soleil. La lumière met 4 heures à peu près pour arriver jusque là-bas, quand on parle de distance de 300 000 km/s, le déplacement de la lumière. Et il y a quelques années de ça, une sonde qui a été envoyée de la NASA dans les années 70 a dépassé Neptune. Ça veut dire que si on essaye de quantifier ça à l'échelle humaine, faire un aller-retour sur Neptune, ça prendrait entre 80 et 100 ans. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui naîtrait sur un satellite qui part de la planète Terre n'aurait pas le temps de revenir aujourd'hui sur Terre s'il passait voir Neptune, juste passer une journée et revenir. C'est juste pour comprendre, et ça, c'est notre système solaire. Donc, nous, le système de la Terre, Mars et Vénus, en fait, quand on parle de la conquête spatiale, on parle d'abord du système solaire, évidemment, parce qu'aujourd'hui, au niveau technologique, on ne sait pas faire plus que ça. Les télescopes arrivent à voir des autres galaxies, mais même notre galaxie n'est pas encore explorée, c'est-à-dire on n'arrive pas à décerner tout. Pour l'instant, c'est le système solaire. Et même dans le système solaire, en fait, quand on parle de Vénus et Mars, c'est parce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, en année 2020, les distances sont tellement énormes et gigantesques qu'à l'échelle humaine, en fait, c'est le plus accessible. Donc, la Lune, Mars, Vénus, on verra, c'est un peu différent, mais rien que le système solaire est pour nous déjà un défi en lui. Donc maintenant, si on essaie juste pour comparer, en un mot, la Terre a à peu près 12 000 km de rayon, c'est pas la plus petite. Mars est à peu près la moitié de la Terre au niveau de rayon, mais maintenant, si on les compare aux géantes comme Jupiter et Saturne, on parle qu'ils sont presque 10 fois, plus que 10 fois plus grandes que nous. C'est déjà plus des terres, c'est-à-dire il n'y a plus des sols comme nous, c'est déjà des planètes gazeuses, étant donné de la densité. Qui est au contraire, par exemple, de Vénus et Mercure, qui, eux, sont beaucoup plus petites, donc beaucoup moins denses. Là-bas, il y a de la Terre, mais les températures, étant donné qu'elles sont plus proches du Soleil, sont tellement énormes qu'en fait, la vie, aujourd'hui, telle qu'on la conçoit, ou comme nous, à notre connaissance, ne peut pas y résister. Donc, en fait, toute notre conquête spatiale, aujourd'hui, au niveau humain, se concentre entre la Terre et Mars, parce qu'on va le voir, la Terre est située exactement à l'endroit où la vie au niveau des températures et de la pression peut régner. Mars est le deuxième endroit, on va le voir, je vais le développer, et peut-être la seule possibilité aujourd'hui à notre connaissance d'avoir développé une sorte de vie telle qu'on la connaît. Les autres planètes, étant donné, règnent des températures extrêmement froides, donc on s'est dit peut-être à l'état organique, mais ça aussi, on n'en sait rien pour l'instant. Mars est en fait la seule destination qui aujourd'hui pourrait, comment je vais vous le décrire, pourrait abriter peut-être une vie ou une vie passée ou peut-être la vie humaine comme on va le voir. Donc maintenant, on va se concentrer. Donc on a vu un peu la galaxie, on a vu le système solaire. Et donc dans ce système solaire, aujourd'hui, on va parler un peu de la Lune et de Mars, qui sont en fait les deux planètes, les deux destinations accessibles aujourd'hui pour les humains, d'une manière sur tous les plans au point de vue de la vie. Donc Mars, la distance entre Mars et le Soleil, on parle d'à peu près 230 millions de kilomètres, quand la Terre est à peu près à 150 millions de kilomètres. Le diamètre de Mars est à peu près la moitié de la Terre, on peut voir plus ou moins dans le dessin, les proportions sont plus ou moins gardées. La période de Mars autour du Soleil, comme nous on connaît ce que nous on définit une année terrestre, c'est-à-dire qu'en 12 mois on fait le tour, ou 365 jours, sur Mars, étant donné qu'elle est plus loin, elle met plus de temps. Donc, ça veut dire qu'en un an, ce que la Terre fait en un an, Mars le fait en 2 ans. Donc, en fait, la distance entre Mars, on va le voir, la distance entre Mars et la Terre, en fait, une année sur deux, Mars va être très proche de la Terre, elle va être qu'à 55 millions de kilomètres de la Terre. Et c'est à ce moment-là, on va voir, je vais l'expliquer, que toutes les missions partent sur Mars. L'an prochain, c'est-à-dire dans quelques mois à partir d'aujourd'hui, Mars sera en fait de l'autre côté du Soleil et donc à peu près à 400 millions de kilomètres de la Terre. Donc, c'est-à-dire, et à ce moment-là, en fait, on perd toute forme de communication sur Mars parce que le Soleil nous bloque les communications radio et vidéo. Et le temps que Mars, en fait, finisse son tour. Donc, en fait, toutes les missions sur Mars, et c'est pour ça que j'ai dit que 2020-2021 sont spéciales, c'est-à-dire qu'en fait, les missions de Mars partent tous les 2 ans. En 2018, l'Europe a envoyé sa sonde sur Mars, qui malheureusement s'est écrasée.
Et en 2020, en fait, ça veut dire que si on loupe la fenêtre qui s'ouvre, il faut attendre 2 ans pour repartir sur Mars. Donc, en fait, toutes les missions sur Mars partent plus ou moins en même temps et on va le voir. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait? Comme là, je le décris dans la photo, quand la Terre et Mars arrivent juste à côté, en fait, on lance on a ce qu'on appelle une fenêtre d'ouverture. Cette année, c'était au mois de juillet. Toutes les missions partent plus ou moins en même temps pour en fait arriver Mars avec un minimum, là où la distance est minimum, par rapport au niveau, par rapport à des calculs d'ingénierie et surtout au niveau de l'essence, pour embarquer le moins d'essence possible. Donc, quand la Terre et Mars sont juste à côté, on lance quelques mois avant pour que quand elles arrivent, les sondes puissent atteindre Mars avec un minimum d'énergie, selon les équations de Hobbe, mais on ne va pas rentrer dans ça. Donc, en fait, une fois tous les 2 ans, des fenêtres sont ouvertes pour arriver sur Mars. Donc là, j'ai expliqué en quelques mots d'une manière très schématique la raison pourquoi tous les 2 ans, en fait, les missions sont envoyées. Et après, c'est-à-dire celui qui a loupé, l'Europe devait lancer, le CNES devait lancer en 2020 la suite de leur mission 2018. Ils n'ont pas le fait, donc ça veut dire que ça sera au moins en 2022 ou 2024 que les suites des missions européennes seront poursuivies. Donc, maintenant, on va parler un peu qu'est-ce qui se passe sur Mars, mais qu'est-ce qu'on va chercher en fait chez les Martiens. Chez les Martiens, en fait, comme ce que j'ai commencé avant, c'est pas comme sur Terre, mais c'est assez semblable. Donc, on parle que sur Mars, il y a une atmosphère, ce qui n'est pas sur la Lune et il n'y a pas beaucoup de planètes où on parle d'atmosphère. Dans le système solaire, il y a Mars, il y a aussi Saturne, où il y a, mais là-bas, c'est différent, les pressions sont très différentes. Ici, l'atmosphère ressemble d'une certaine manière, disons, assez éloignée à ce qu'il y a sur Terre, mais il y a une atmosphère qui est rarifiée et qui, ici sur la Terre, l'atmosphère qu'on connaît, c'est d'à peu près 15 psi. Sur Mars, on parle d'à peu près 0,08, c'est-à-dire qu'on a moins que 1% de l'atmosphère terrestre qui est composée en fait de 96% de dioxyde de carbone, mais on trouve des traces d'eau et d'oxygène sur Mars. Donc, ça veut dire que c'est très encourageant pour la NASA, c'est-à-dire le fait qu'on retrouve des traces d'oxygène. Évidemment, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de composants qui permettent de créer de l'oxygène. Mais le fait d'en trouver, ça veut dire que c'est possible qu'il puisse un jour y en avoir. L'axe de rotation de Mars est à peu près 25 degrés, la Terre est 24 degrés, donc très semblable à la Terre. La longueur de la journée sur Mars est à peu près 24 heures et demie, quand sur Terre, c'est à peu près 24 heures, donc assez semblable. On y trouve 4 saisons. Étant donné que la vitesse de rotation de Mars est plus lente par rapport au Soleil, donc les saisons sont 2 fois plus longues, mais on retrouve les mêmes saisons et les passages de saison comme sur Terre. Les températures moyennes, étant donné que Mars est plus loin que la Terre par rapport au Soleil, donc moins chaude, on y trouve des températures en moyenne qui peuvent aller de moins 143 degrés, mais jusqu'à plus 35 degrés. Donc, ça veut dire que ce sont des températures qui sont, si on veut, viables par rapport à nous, par rapport à l'électronique et même par rapport aux humains. C'est vrai qu'il faudrait se protéger, mais ce n'est pas des températures extrêmes comme sur la Lune. On y trouve des tempêtes, comme sur Terre, même des tempêtes de sable qui peuvent arriver à 160 km/h et qui peuvent recouvrir toute la planète. Alors, en fait, on est en train de les étudier, on en a déjà vu, comme ça fait qu'une cinquantaine d'années qu'on étudie Mars, donc on ne connaît pas tout ce qui se passe là-bas exactement, mais il y a aussi des tempêtes, un peu comme des tempêtes dans le désert chez nous, mais là-bas, c'est différent parce que chez nous, le fait qu'il y ait des mers et des continents différents, il n'y a pas des tempêtes sur toute la planète. Sur Mars, ça arrive et c'est très impressionnant. On y trouve deux pôles, c'est-à-dire comme pôle nord et pôle sud, qui sont recouverts de glace sèche. Là-bas, il n'y a pas d'oxygène, donc en fait, c'est de la glace sèche comme ce qu'on a sur les supermarchés pour refroidir, c'est genre de glace comme ça, mais il y a de la glace. Et le sol de Mars, on va le voir, est composé en majorité de régolithes, un peu comme sur la Lune. On va voir des photos, c'est très impressionnant. Maintenant, ce qu'il y a de bien à savoir sur Mars, pour ceux qui aiment les sports d'hiver, c'est qu'on y retrouve la deuxième montagne la plus élevée au niveau des dénivelés dans le système solaire, qui est à peu près 21 km qui est de hauteur, de haut en bas, donc c'est à peu près plus que 2 fois l'Everest. Par rapport aux sports d'hiver et au ski, ceux qui aiment, ils peuvent descendre pendant plusieurs jours là-bas et je pense qu'ils ne seront pas déçus s'ils arrivent jusque là-bas. Mais tous ces points communs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre Mars et la Terre. Donc, première question que la recherche dans la conquête spatiale est est-ce qu'il est possible qu'il y ait une vie sur Mars? Donc, aujourd'hui,
on estime que oui, mais on n'en a pas trouvé de preuves. Et secondo, qu'est-ce qui s'est passé sur Mars pour qu'avant, on a des signes qu'il y avait de l'eau sur Mars, il y avait une atmosphère qui était différente, et aujourd'hui, elle a disparu. Donc, on ne sait pas exactement, il y a plusieurs théories, qu'est-ce qui s'est passé, des vents solaires, plusieurs théories, mais on n'en sait pas. Mais le fait qu'on ait vu qu'il y avait de l'eau et le fait que c'est très probable que, étant donné que Mars et la Terre sont très proches, qu'il est possible qu'il y ait eu des microbes, une certaine vie. Donc, on se dit, pourquoi pas qu'il y ait de nouveau une vie sur Mars. C'est la raison pour laquelle on voit ce grand intérêt aujourd'hui que toutes les nations ont pour Mars, qui serait, si on veut, si on compare ça à la conquête avant, au Moyen-Âge des Amériques, etc., serait plus, qui serait une nouvelle conquête par rapport à l'humain, qui serait une conquête un peu dangereuse et différente, mais c'est très probable d'en faire un endroit, un site qui serait viable. Maintenant, à quoi ça ressemble? Alors, voilà une photo de Mars qui a été prise il y a à peu près un peu plus que 3 mois, qui avec le rover Perseverance. En fait, Mars ressemble assez au désert qu'on trouve sur Terre. On voit des très belles photos à haute résolution. Ça, on va en parler un peu dans le cratère de Jezero, qui est le cratère dans lequel on va développer un peu plus loin la mission américaine, la dernière mission américaine, a atterri il y a quelques mois de ça. On va en reparler. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a 3 jours par Perseverance. Sur le site de la NASA, vous pouvez voir, il télécharge presque immédiatement ou le lendemain les photos. C'est une photo à haute résolution d'un des rocs qui est dans le cratère de Jezero. Les Américains ont atterri. En fait, si on veut, les Américains commencent à cartographier Mars. Maintenant, c'est fait avec des rovers. C'est d'une manière assez disons, locale. Mais c'est à haute résolution mais ils attribuent même des noms, c'est souvent sur des chercheurs ou des personnes. Là, il y a un des sites qui a été donné sur une des personnes qui malheureusement est décédée du corona, des chercheurs biologistes de la NASA qui est décédé il y a quelques mois de ça du corona, donc ils lui ont attribué un nom. Donc il y a une certaine, si on veut, dans la recherche aujourd'hui, en fait on découvre une nouvelle planète qui donne de grandes chances à espérer qu'un jour, il puisse y avoir de la vie humaine. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pris les températures d'il y a 2 jours. J'ai vu qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas encore actualisé. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, Mars s'éloigne un peu du Soleil, donc elle rentre dans une phase un peu d'hiver. Donc, les températures, là, la photo, quand vous la voyez, il fait à peu près moins 25 degrés vers midi dans la journée. Et le soir, ça chute jusqu'à peu près moins 84 degrés. Température qui rappelle les pôles Nord, le pôle Nord surtout, mais qui, encore l'électronique, comme on le voit, survit. Aujourd'hui, on sait vivre avec ces températures, qui est très différente des autres planètes telluriques comme Neptune, qui arrive à des températures de moins 200, moins 250 degrés, qui aujourd'hui, l'électronique ne sait pas, très difficilement viable avec ce genre de température. Donc maintenant, après avoir commencé, disons, cette introduction sur Mars, on va voir quelle est donc cette conquête spatiale, donc l'épopée des missions sur Mars. Donc, si je vous posais la question, quand est-ce d'après vous a commencé les missions sur Mars? En général, les gens disent dans les années 80-90, mais en fait, ça commençait déjà dans les années 60. Donc, comme j'ai commencé dans l'introduction, ça a commencé avec cette guerre froide entre les États-Unis et les Américains. Et on parle déjà aujourd'hui de presque 50 missions. Il y a eu 49 missions sur Mars, 20 missions qui ont été perdues, 10 qui ont été partiellement réussies, mais on parle de presque 20 missions déjà qui ont été réussies et qui ont été mises en orbite et des rovers sur Mars qui ont déjà débuté. Donc les premiers à atteindre Mars, souvent les gens disent les Américains, ce n'est pas les Américains, c'est comme sur la Lune, ce sont les Russes qui sont les premiers qui ont lancé vers Mars, ce sont les premiers qui ont essayé d'atteindre Mars dans cette compétition à la conquête spatiale. Malheureusement, leur sonde n'a pas réussi à rentrer en orbite, mais c'est les premiers à avoir osé envoyer sur Mars, qui encore une fois été une autre paire de manches par rapport à la Lune. Les Américains sont concentrés sur la Lune. Mais du moment que les Russes ont commencé à envoyer sur Mars, les Américains ne sont pas arrêtés là. Eux aussi ont commencé à développer leur programme sur Mars. Donc, les premiers, ce qu'on appelle le flyby, c'est-à-dire qu'une sonde qui est passée à proximité de Mars a photographié et renvoyé des photos, les premières photos sur Mars, c'était la sonde américaine Mariner 4 dans les années 1964, qui était une première mission réussie au tour, mais n'est pas rentrée en orbite. La première mise en orbite réussie ont encore une fois été les Russes en 1971 avec leur module Mars 2,
qui ont réussi à se mettre en orbite pour la première fois. Les premiers qui ont essayé d'atterrir, encore une fois, étaient les Russes sur Mars. Donc, les Américains étaient focalisés sur la Lune. 1969, première fois qu'un homme débarque sur la Lune ou dans une autre planète. Donc, les Russes ont compris que la Lune, ils n'arriveraient pas à refaire ce que les Américains ont fait en 1969. Donc, en fait, ils sont sortis avec le premier essai de rover, premier atterrissage sur une autre planète beaucoup plus loin que la Lune. La Lune, encore une fois, je le rappelle, est à peu près à 400 000 km de distance de la Terre, qui est vraiment très proche pour des dimensions spatiales, qui est presque même en physique, quand on parle de milliards et milliards de kilomètres, 400 000 kilomètres, c'est même pas le voisinage, c'est la porte à côté. Donc, les Russes sont partis sur Mars en 1971, ils ont réussi à atterrir, mais malheureusement, les Russes, l'Empire rouge de la Russie n'a jamais eu de chance avec la planète rouge, comme on appelle sur Mars. Ils ont réussi à atterrir, mais ils ont fonctionné à peu près 104 secondes. Ils ont réussi à prendre une photo et à télécharger la moitié de la photo, c'est-à-dire 70 lignes sur la photo, et la sonde s'est arrêtée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi c'est arrêté, mais les Russes, malheureusement, n'ont jamais eu beaucoup de chance avec la planète rouge, mais ce sont encore les premiers à avoir réussi à se poser là-bas. Il a fallu attendre presque 25 ans pour qu'une nouvelle mission avec un nouveau rover atteigne Mars et réussisse, c'est-à-dire en 1996, le premier rover à atterrir et à envoyer les premières photos a été le rover américain. C'était Sojourner, la première mission de Sojourner en 1996, et c'était une grande excitation dans le côté scientifique. Encore une fois, il faut lier ça aux relations géopolitiques, la guerre froide s'est arrêtée, donc en fait, ce développement-là, cette course à la conquête spatiale, si on veut, c'est un peu ralenti, mais les Américains qui sont les leaders dans cette conquête spatiale ne se sont jamais arrêtés, comme on va le voir. Et aujourd'hui, c'est un des pionniers de cette conquête spatiale, toujours, bien que la Chine n'est pas très, très loin derrière, l'Europe aussi, mais on va le voir. Donc maintenant, on peut voir, j'ai un peu retracé un peu tout, on peut voir toutes les missions, si on prend sur la planète, toutes ces missions spatiales qui vont depuis les années 70 jusqu'à cette année, jusqu'à il y a quelques mois, où les Chinois ont aussi atterri sur Mars. On peut voir que ça va du pôle sud au pôle nord, surtout dans les extrémités, surtout aux températures, mais surtout par rapport, étant donné que les températures dans le centre, c'est-à-dire au niveau de l'équateur, sont plus clémentes, et il est logique que s'il y a des traces d'une ancienne vie, elle puisse se trouver là-bas. Encore une fois, on va chercher là où on pense ou là où il y a une logique, et pour les traces de vie, des traces de microbes qui ont pu un jour exister sur Mars. Et aujourd'hui, on peut voir que la majorité des missions sont autour de l'équateur. Quelles sont aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les missions qui sont en service au mois de juin 2021? Donc, on a 8 missions qui sont en orbite autour de Mars, mission de la NASA et beaucoup de la NASA. On a une mission européenne, dont Mars Express, dont la sonde s'est écrasée, mais ils ont toujours un orbiteur, et qui doivent continuer la deuxième partie de leur mission, qui n'est pas sortie en 2020, donc qui peut-être sera en 2022. Et on va voir avec le corona, est-ce que ça a changé un peu les temps, mais on parle de 2 sondes européennes, donc c'est-à-dire Gaz Orbiter et Mars Express, qui sont là et qui récoltent des données. Et on a pour la première fois une troisième nation qui s'est rajoutée. On a les Émirats arabes cette année qui sont rajoutés, on va reparler, et les Chinois qui se sont rajoutés autour. Donc on a 8 orbiteurs qui sont autour et qui étudient Mars. Et on a des missions qui sont sur Mars, qui sont encore opérationnelles. On a la mission de la NASA qui est encore opérationnelle depuis 2012, presque 10 ans qu'elle a été envoyée. Elle était prévue pour 3 ans, mais elle vit toujours. Donc, l'équipe est toujours là. Et on a les missions InSight qui ont été envoyées il y a 2 ans. Donc, Yasmine, on a visité le CNES il y a 2 ans de ça. Et on a vu les personnes. D'ailleurs, il y a un juif, un professeur juif qui nous a invités pour parler au CNES et qui nous a dit qu'il faisait partie de cette mission pour les Américains de InSight. Donc, la France récolte la donnée qui étudie la sismologie de Mars. Et c'est le CNES et le professeur Maïmoun, qui est à Toulouse, qui, lui, récolte les données pour la NASA et les interprète.
Et on a eu l'occasion aussi d'être invité par le CNES avec Yasmine il y a 2 ans et pour parler de notre mission israélienne Bereshit, parce qu'ils étaient très impressionnés de voir une mission privée avec un budget aussi petit. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils voulaient savoir comment est-ce qu'en Israël, on faisait pour faire des missions planétaires, interplanétaires, avec des budgets aussi petits. Et pour eux, c'était la première fois qu'ils entendaient ça. Et c'était une expérience vraiment intéressante des deux côtés. Et on a depuis un mois un nouveau rover sur Mars, c'est le Zhurong. Bon, je ne sais pas comment on le prononce en chinois, mais en français, traduction française, l'accent français, c'est Zhurong. C'est le rover chinois qui est arrivé il y a un mois de ça, qui a atterri il y a moins qu'un mois de ça, pour la première fois. Premier essai, première réussite. Ils ont envoyé des très belles photos. Donc, l'agence spatiale chinoise est aussi arrivée sur Mars et elle aussi commence ses études. On va les développer. Donc là, c'est juste pour ceux qui s'intéressent avec qu'est-ce qui se passe autour de Mars. On peut trouver en live sur le site de la NASA. On peut voir exactement toutes les orbites de toutes les. J'ai réussi à trouver une orbite qui avait la majorité des orbiteurs autour. On peut voir à n'importe quel instant donné, la NASA donne en ligne toutes les orbites de tous les orbiteurs européens et de la NASA. Enfin, disons, des orbiteurs NASA ou partenaires de la NASA, et on peut les trouver en ligne. Je conseille de visiter le site de la NASA qui est très, très bien fait. Donc là, on revient sur cette année, qui est le point principal, sur notre conquête spatiale. Donc, ce qui s'est passé depuis 50 ans, cet apogée, c'est la première fois en 2021 qu'on a eu 3 missions de 3 pays différents qui sont arrivées. C'était une grande excitation dans la communauté spatiale parce que plus il y a d'orbiteurs et de rovers, plus en fait on étudie, on collecte des données et on les interprète avec des chercheurs du monde entier. Et peut-être, qui sait, étant donné qu'on est sur des sites différents, peut-être qu'un des sites arrivera à trouver peut-être certaines traces qui feront avancer la science sur Mars. Donc, quelles sont les 3 missions? On voit les opérations 2020. On a eu 3 nations, les États-Unis, la Chine et les Émirats arabes, qui ont envoyé 3 missions, on va le voir, pour aller faire de la recherche sur Mars. Donc, c'est une année assez exceptionnelle. Les 3 missions ont réussi, pour les unes à rester en orbite, pour les autres à atterrir sur Mars, qui est assez exceptionnelle. C'est une année assez exceptionnelle. 3 missions, 3 réussites, presque, à part pour la NASA, du premier coup. Donc, on va commencer par la mission la plus, disons, étonnante, parce que les Émirats arabes, c'était pour leur première fois qu'ils sortaient, ce n'est pas la première fois qu'ils envoyaient dans l'espace, ils ont déjà des satellites dans l'espace, mais c'est la première fois qu'ils font une mission interplanétaire. Et viser Mars, c'est des missions très coûteuses, sans expérience. Bon, évidemment, ils ont eu des conseillers du monde entier, les Émirats arabes, mais ce que je veux dire, il y a eu une recherche technologique et il y a eu un développement technologique dans les Émirats qui ont été permis par rapport à cette mission. Et on va voir, il y a plusieurs autres éléments très intéressants de cette mission que je vais toucher en un mot. Donc déjà, on a une mission d'à peu près 2 ans. Le prix de la mission est 200 millions de dollars, qui n'est pas excessivement cher pour une mission. Donc, on voit déjà que les prix des missions commencent un peu à descendre. Ce n'est pas encore les missions privées comme ce que l'on a fait sur Bereshit, mais on n'est plus dans les milliards comme on va le voir de la NASA. Donc, on a une masse de 1350, qui est beaucoup pour un satellite au lancement. On a une dimension de 2,30 m sur presque 3 mètres. Donc, c'est-à-dire que c'est un gros satellite qui a été lancé. Il a quitté la Terre il y a un peu moins qu'un an, le 19 juillet 2020. Donc, on a vu 2018-2020. 2020 était une année où la Mars et la Terre étaient proches, donc toutes sont parties au mois de juillet, on va le voir, toutes les missions. Et elle a fait son entrée en orbite martienne, la première, le 9 février 2021, c'était il y a quelques mois. Et c'était un orbiteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas descendus jusque Mars, parce que faire un rover, c'est une autre sorte de mission, c'est beaucoup plus cher. Donc, eux, pour leur première mission, ont fait un orbiteur qui va faire de la science et qui a une orbite d'à peu près 20 000 sur 43 000 km, qui est une période de 55 heures. C'est-à-dire que tous les 55 heures, ils effectuent un tour autour de Mars et ils peuvent revenir prendre encore des photos et des études d'un même point pour voir son évolution. Donc, à peu près presque tous les 2 jours, il retourne sur un même point. Maintenant, quelles sont les missions scientifiques de cette sonde des Émirats arabes? C'est d'abord l'étude de l'atmosphère martienne et surtout du système saisonnier et diurne. Donc, encore une fois, on est dans une préparation
si on veut, de la prochaine colonisation de Mars par les humains. Donc, avant d'envoyer des gens, on n'est plus au moment du Moyen-Âge où on envoyait des colons et des bateaux vers les États-Unis et on voyait ce qu'il arrivait, on voyait combien on revenait. Aujourd'hui, on étudie d'abord, on voit quelles sont les chances d'avoir une mission et après seulement on enverra les humains. Donc, on parle de la NASA et Elon Musk, on parle d'à peu près 2030. Est-ce que ce sera exactement 2030? Ça dépend des conjonctures aussi économiques, mais on va le voir. Je dis on va le voir, si ce ne sera pas 2030, ce sera 2040, mais on va le voir. On va voir des hommes marcher sur Mars prochainement, je suppose dans les 20 prochaines années, à part si on découvre certaines données, mais a priori, ça semble tout à fait possible. Maintenant, c'est la première fois donc un pays arabe, et c'est le 5e pays au monde à rentrer en orbite martienne. Et la sonde a plusieurs capteurs, 3 caméras à haute résolution, Xis et Mus et Miris, qui ont été développés en partie par l'Europe et les États-Unis. Mais ça, c'est coutume partout, de la même manière que la NASA développe avec le CNES. On fait marcher différentes équipes de chercheurs pour participer en fonction des spécialités. Chaque pays, chaque université a ses spécialités. Et c'est comme ça que ça marche dans le monde spatial et dans la recherche. Et c'est bien pour tout le monde que tout le monde participe un petit peu. On n'est pas dans une compétition, on est plus dans un échange de sciences et qui est bénéfique à tout le monde. Maintenant, ce qui est très intéressant dans cette mission qui est pour des Émirats arabes, c'est qu'on parle d'à peu près 150 ingénieurs, on n'est pas dans les milliers d'ingénieurs, 50 ingénieurs, et l'équipe scientifique est composée de 80% de femmes. C'est-à-dire que pour un pays arabe, la chef scientifique, c'est une femme. Et quand j'ai vu ça, je l'ai vu parler quand ils sont partis. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'Israël a signé aussi ces accords de paix avec un pays comme ça, qui laisse la science avancer, qui laisse aussi les femmes s'avancer, qui encourage les femmes. Évidemment, je suppose qu'elles ont étudié aussi, fait leur doctorat, mais ça veut dire que ce sont des gens, et ils les ont laissés, elles étaient avec eux dans le centre de commande. Je pense que c'est très important aussi, cette place qui est donnée aussi à la science et à l'évolution et aussi à ce transfert de données. Et donc, on voit qu'il aboutit à toutes sortes de choses qui, je pense, est bien pour tout le monde. Deuxième mission, on va parler aussi, c'est la mission chinoise. Donc, première fois que les Chinois sont arrivés sur la planète de Mars. Ils ont parti pour une mission de 2 ans, mais encore une fois, ça peut être 2 ans. C'est plus ou moins la première estimation de vie, mais en gros, avec les rovers, on continue jusqu'à qu'ils s'arrêtent. Les Chinois ont mis un orbiteur, un lander et un rover, c'est-à-dire qu'ils ont laissé autour de Mars aussi une sonde. Ils ont atterri et ils ont aussi un rover qui va se déplacer, on va en parler. C'est à peu près 5000 kilos. On voit, on n'est plus dans les 1300 kilos comme la mission précédente. On parle de 5000 kilos de tout l'équipement, 240 kilos de rover. Le rover se nomme Zhurong, qui est sur le nom de, si je ne me trompe pas, du dieu du feu, si je ne me trompe pas. Mais donc planète Mars, planète rouge, et qui est aussi assez grand. On va le voir, un peu moins grand que celui de la NASA, mais on parle d'à peu près 2,5 mètres sur 3 mètres et 1,85 m de haut. Ça a été lancé en 23 juillet 2020, pardon. Et ça a atterri il y a à peu près 3 semaines, le 14 mai, exactement un mois, pardon, un peu plus qu'un mois. Donc, le 14 mai 2021, ils ont atterri, première fois, du premier coup. C'est une agence très qualifiée, l'agence spatiale chinoise. Ils ont aussi une station spatiale internationale autour de la Terre, de la même que les Américains. Les Chinois sont très, très développés dans le spatial. Malheureusement, il n'y a pas énormément d'interactions entre les équipes chinoises et le reste du monde. Ils sont assez fermés sur eux-mêmes. Ils ont atterri dans ce qu'on appelle le site Utopia Planitia. Encore une fois, souvent, c'est eux qui nomment les sites. Là, ils ont décidé, encore une fois, pour des raisons de scientifiques, d'aller là-bas dans un autre site qui n'a jamais été un peu plus haut que l'équateur, mais qui n'a pas encore été, où il n'y a pas encore eu de recherche. Et en gros, ils avaient plusieurs buts dans leur mission. C'est ils ont fait comme les Américains. Ils se sont mis un nouveau réseau de ce qu'on appelle le Deep Space, c'est-à-dire pour pouvoir de très grosses antennes de 80 mètres de diamètre, pour pouvoir communiquer avec les satellites qui sont très loin de la Terre, comme par exemple Mars. Donc, c'est la première fois qu'ils faisaient le test de ce Deep Space chinois. Ils vont faire aussi des études géologiques, études de la ionosphère avec leur orbiteur et les études du champ magnétique martien. J'espère qu'il y aura un certain échange de données entre les scientifiques, mais avec les Chinois, c'est assez limité, étant donné qu'ils vivent tout ce qui concerne ça dépend de leur diplomatie, mais
Mais en gros, ça peut être intéressant. Et pour l'instant, ils développent des photos, ils envoient des photos. Donc, j'espère qu'il y aura une certaine ouverture, surtout sur les points de vue scientifiques. Maintenant, la troisième mission dont on va parler aujourd'hui, ça va être la mission qui est la plus grosse des missions, qui a fait l'actualité. Ça va être ce qu'on appelle la mission Mars 2020, Mars 2020. Donc, c'est une mission bon, un peu comme à l'américaine, comme on dirait. Elle fait partie d'un programme de plusieurs dizaines de milliards de dollars. On a une mission qui a commencé, je pense, un peu avant Trump, mais Trump aussi a boosté ça, cette mission. Ça s'appelle Mars Exploration Programme, qui a pour but, comme ce que je l'ai dit, en 2030, de mettre des hommes sur Mars. Donc aujourd'hui, on doit étudier où est-ce qu'on peut les envoyer. On doit étudier est-ce que ce n'est pas trop dangereux, quelles sont les radiations. Et il va y avoir un envoi d'équipement qui va être fait d'abord. Il y a plusieurs, d'ailleurs, juste une anecdote intéressante, il y a une Israélienne qui est avec un Italien, un professeur italien, et une architecte israélienne qui ont gagné un concours de la NASA pour pouvoir donner une solution à construire des habitations par des robots sur Mars avec des éléments qui se trouvent sur Mars. C'est-à-dire, on leur a donné la composition du sol martien et ils ont réussi à trouver une certaine façon de faire des polymères, c'est-à-dire des genres de plastique, en tenant compte de l'atmosphère martienne et des éléments. Donc, encore une fois, c'est une Israélienne en partenariat avec un professeur d'université, je ne me rappelle plus de quelle université d'Italie, qui ont gagné ce concours de la NASA pour pouvoir donner cette solution-là. Donc, il va y avoir des habitats qui vont être faits sur Mars avant que les premiers hommes arrivent, qui vont être faits par des robots. Maintenant, juste une parenthèse, le fait que NASA développe des robots qui vont construire des habitations sur Mars, pour les hommes sur Terre, ça veut dire qu'une fois que ces grosses imprimantes, je les appelle des imprimantes, je ne sais pas si ça aura l'air d'imprimantes, mais une fois que l'impression d'habitation va être faite sur Mars, je suppose que cette technologie-là va être aussi amenée sur Terre et on aura des habitations et des maisons qui seront en fait programmées et qui pourraient être construites non par des hommes qui vont amener des pierres et du béton et avec faire des problèmes où est-ce qu'on a mis la prise et après discuter avec le fabricant, qu'on avait dit la prise à 40 cm et pas à 50. En fait, à long terme, je pense que ces technologies qui seront développées vont être aussi utilisées sur Terre pour construire les habitations de la même manière qu'aujourd'hui, on fait des impressions en 3 dimensions. Donc, en fait, la NASA innove pour faire sur Mars des habitations et je suppose que ces technologies vont être utilisées sur Terre. Ça ne m'étonnerait pas que nos enfants et petits-enfants vont payer moins cher les futures habitations qui seront faites en fait pas forcément par des hommes, mais dont les coûts vont réduire pour être faits par des robots. Et encore une fois, c'est la conquête de Mars qui va développer ces nouvelles technologies. Donc, je reviens maintenant, je ferme cette parenthèse, je reviens à notre mission de la NASA. C'est une mission d'à peu près 3 ans qui a coûté à peu près dans les 3 milliards de dollars. Donc, on voit, on est déjà dans d'autres ordres de grandeur. Les Chinois, je n'ai pas trouvé combien la mission a coûté. C'est difficile de savoir exactement avec les Chinois. Ils ne développent pas toujours tous les éléments. Mais disons, par rapport à la mission des Émirats arabes, c'est un autre type de mission parce qu'il n'y avait pas de long terme. On voit qu'on est un autre type de grandeur par rapport au budget. Donc, ils sont partis le 30 juillet 2020, ils ont atterri le 18 février. Et à partir de là, donc on a une masse totale d'à peu près 3500 kilos avec le rover. On peut le voir, les hommes de NASA qui construisent cette sonde qui est arrivée sur Mars, on peut voir qu'elle est assez grande. Mission scientifique. Alors, eux, sur 3 ans, ils ont fait une mission scientifique qui est assez innovante et assez exceptionnelle. Ils vont d'abord vérifier la possibilité d'habitat, donc comme j'en ai parlé plusieurs fois, pour les humains sur Mars. Donc ça, c'est le but, si on veut, qui est dans le fond de la mission, mais qui reste, il récolte des températures, récolte des radiations, récolte des vents, étudier avant qu'on envoie le premier groupe d'humains qui, comme on a vu, sera bloqué sur Mars pendant 2 ans. Donc, ça veut dire qu'avant d'envoyer des hommes, il faudra bien se préparer parce que ça ne sera pas comme sur la Lune, que ça va durer une semaine, un aller-retour avec suffisamment proche de la Terre. Pendant une période, ils ne verront pas la Terre, ils ne pourront même pas communiquer avec la Terre. Donc, ça veut dire que ce sera des missions qu'il va falloir qu'ils soient bien préparées à l'avance. Maintenant, ils vont faire de l'astrobiologie, des biosignatures, c'est-à-dire recherche aussi des éléments. Est-ce que les éléments sont viables? Collection des échantillons qui veulent, d'ici quelques années, envoyer une mission en partenariat avec les Européens, récupérer ces échantillons sur Mars,
faire ce qu'on appelle des MSR, c'est-à-dire Mars Sample Return, faire revenir pour la première fois des échantillons pour étudier exactement la géologie de Mars, pour savoir qu'est-ce qui peut être fait là-bas. Donc, on a des partenaires internationaux avec le CNES. Il y a le Macon Weizmann, je leur ai parlé aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas sur cette mission directement, mais un de leurs étudiants, leurs anciens étudiants est dessus aussi. Mais encore une fois que les données seront descendues, il va y avoir de la recherche qui sera un peu partagée avec toutes les universités. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour atterrir sur Mars? Alors, ça se passe un peu comme sur Terre quand on vient, c'est-à-dire qu'on a d'abord un bouclier thermique, comme les missions qui reviennent sur Terre. Étant donné qu'on a une atmosphère comme on a vu, on va utiliser aussi un parachute pour pouvoir, ce qui ne peut pas être fait sur la Lune, par exemple, comme dans la mission de Bereshit, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc là, on a des parachutes, donc on peut utiliser moins d'essence. Et cette fois-ci, pour la première fois, ils ont utilisé un système de grue. C'est-à-dire, comme on le voit sur le dessin, on va le voir en image. C'est comme une grue qui a amené le module à quelques mètres du sol et qui l'a descendu avec des câbles, quand on parle d'un module de plusieurs milliers de kilos, donc qui a été fait pour la première fois d'une manière vraiment très jolie. Donc là, on voit le bouclier thermique qui s'est détaché. Donc en fait, tout a été filmé. C'est le bouclier thermique qui a été, une fois qu'il a fini sa mission, avant que le parachute s'ouvre. Et là, on peut voir les photos qui ont été sorties, qui ont été vues en ligne aussi. C'est-à-dire qu'on voit le parachute qui s'est ouvert pour ralentir. Et là, on voit le système de grue qui a descendu le rover, qui pesait très lourd, sur Mars et qui a été opérationnel dès le début. Donc, encore une fois, on parle de la NASA, ce n'est pas un film hollywoodien, mais si on veut, la NASA ont des solutions qui nous étonnent chaque fois pour envoyer toujours des rovers plus grands et pour pouvoir récolter plus de données. Donc là, on peut voir que Persévérance a été mis un peu plus haut que l'équateur. Encore une fois, tout ça, c'est dans le but de savoir quelle sera la région la plus propice à un habitat humain à long terme. Donc, si on regarde par rapport à ça, on ne parle pas dans les pôles, on parle un peu, si on veut, au niveau de latitude, ce sera un peu comme l'Europe, au niveau de la latitude. Maintenant, à quoi ça ressemble? Donc, le rover de Persévérance est en fait énorme. C'est un rover de à peu près 3 mètres de long. C'est comme une petite voiture, il appelle. 3 mètres de long, 2,5 mètres de large, 2,20 m de hauteur, avec le MASS qu'ils appellent. Une masse de plus que 1000 kg. La durée de mission, c'est à peu près 1 an et demi d'année martienne. Donc, ça veut dire c'est à peu près le double sur une année terrestre. C'est-à-dire que la Terre fera 3 fois le tour pendant que Mars fera 1,5 fois le tour. Pour pouvoir faire toutes ces études, on parle de batteries spéciales, de batteries qui sont sur une base atomique, puisqu'il n'y a pas suffisamment de soleil, il faut chauffer pendant la nuit. Et on parle aussi d'ordinateurs spéciaux avec endurance anti-radiation. Ça a été fait, un ordinateur spécial qui a été fait aussi par BAE, mais je dois dire qu'aussi en Israël, il y a une société qui s'appelle Ramon Chip, près de Carmiel, qui, elle, développe aussi des microprocesseurs qui sont anti-radiation et qui sont utilisés dans les missions israéliennes. Et qu'est-ce qui a été de nouveau, encore une fois, les Américains, parce que j'ai dit, quand ils nous ont aussi étonnés, c'est la première fois qu'ils ont amené un hélicoptère sur Mars. Donc, on a cet hélicoptère qui s'appelle Ingenuity. Pour la première fois, les Américains voulaient voir est-ce qu'on pouvait faire voler, on appelle ça l'hélicoptère, mais c'est plus un drone. Est-ce qu'on peut faire voler avec une atmosphère tellement fine un drone sur Mars? Donc, ils ont envoyé un premier module qui s'appelle Ingenuity, qui en avril a fait son premier vol. On parle d'une masse de 1,8 kg, c'est-à-dire comme un petit drone, qui a réussi. Donc, c'était vraiment une mission. Ils nous ont prévenu à l'avance qu'ils ne savaient pas si ça allait marcher. Les simulations étaient bonnes, qui se recharge par panneau solaire, qui a une distance de 300 mètres de vol, qui a jusqu'à presque plus qu'1 minute et demie de vol, qui peut arriver jusqu'à 5 mètres de hauteur et qui a déjà effectué jusqu'au jour presque 7 vols réussis. On va le voir, on a quelques images, et qui ont été faits. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Donc, on peut voir certaines images. Donc, voilà comment est-ce qu'il a été descendu. Vraiment, tout a été fait, tout a été filmé. Ça a été vraiment très, très joli comment ça a été fait. Là, on voit un selfie que le rover a pris. Donc, on voit sur la gauche le drone, l'hélicoptère, comme il appelle, de Mars. Premier hélicoptère sur Mars, premier objet volant. Donc, dans l'esprit de la NASA, la prochaine mission, on aura peut-être 1 ou 2 qui iront peut-être plus haut, mais en fait, c'était de photographier, faire des vues panoramiques de Mars qui seront depuis l'air, qui va permettre d'avoir une vue d'ensemble plus globale qu'un rover ne peut pas faire. Maintenant, on peut le voir là, donc c'est une haute résolution d'image. Et là, on va voir un petit film, j'espère que ça va bien passer, du premier vol de cet hélicoptère sur Mars.
On va le voir bientôt qui va se mettre en route. C'est vraiment quelques secondes. Voilà, là, il se met en marche. Et on va le voir monter à quelques mètres de hauteur, qui va être à peu près à 2,5 mètres ou 3 mètres. C'est la première fois qu'un homme fait voler quelque chose sur une autre planète. Encore une fois, il n'y a pas de d'atmosphère sur la Lune, donc ça ne peut pas se passer sur la Lune. Mais là, c'est la première fois. Donc encore voilà, les Américains nous ont démontré qu'on pouvait faire les choses un peu différemment. Et c'était vraiment beaucoup d'émotions dans la communauté spatiale, qu'on puisse voir qu'il y a une possibilité un jour de faire voler quelque chose un peu semblable comme sur Terre. Donc vraiment, encore une fois, c'est des points communs. Plus on étudie Mars, plus on voit qu'il a des points communs sur Terre. Avec ça, je reviens un peu plus vers plus proche de la Terre et plus proche d'Israël. Et là, on va parler, donc encore une fois, on a parlé plusieurs fois dans plusieurs interventions de Bereshit. Maintenant, on va parler un peu de Bereshit 2, c'est-à-dire la suite des missions israéliennes, la conquête spatiale israélienne, qui est le retour vers la Lune. Donc, SpaceIL, qui était la société dans laquelle j'ai travaillé, a annoncé à la fin de la mission qu'il y aurait une suite de la mission, étant donné qu'on n'a pas fini exactement comme ce qu'on voulait, qu'on s'est écrasé sur la Lune. On est sur la Lune, mais on s'est écrasé là-bas. Donc, ils ont annoncé qu'il y aurait une suite. Il y a à peu près eu 2 ans d'organisation pour savoir qu'est-ce qu'on voulait faire. Et en avril 2021, il y a eu une annonce chez le président de l'État d'Israël des grandes lignes de qu'est-ce que serait la mission Bereshit. Donc, plus ou moins, on va citer ça ici un peu les grandes lignes de la mission Bereshit. Je peux vous dire, je ne suis plus maintenant dans le projet, je travaille pour ceux qui ont développé le constructeur de Bereshit pour la Société aéronautique d'Israël. Mais je suis encore des questions et participe encore un peu de loin en tant qu'ancien ingénieur de la mission. Les grandes lignes de la mission Bereshit, il n'y a pas encore d'ingénieurs qui travaillent vraiment sur le projet, il y a des partenariats, etc., avec la société dans laquelle je travaille. Maintenant, on estime qu'à peu près ce serait une mission qui serait au moins en 2024, encore une fois en dépendance du budget et des conditions économiques. Encore une fois, l'objectif serait la Lune. La Lune, encore une fois, parce que c'est le moins cher. Donc, c'est-à-dire quand on parle d'une mission privée, il y a le côté, on n'est pas comme un État qui a des fonds qui sont énormes par rapport au privé. Et donc, étant donné une mission privée, il faut que ça soit pas cher, c'est-à-dire pas trop loin, pas trop loin. Pour l'instant, c'est la Lune. Le constructeur, ce serait pour la sonde, ça serait de nouveau EIA, et SpaceIL pour l'alunisseur. Je vais tout de suite dire pourquoi. Donc, on estime, première estimation, à peu près 100 millions de dollars, comme la première mission de SpaceIL. Est-ce que ça serait ça et comment est-ce qu'on va trouver ces financements? Ça, c'est la grande question qui est aujourd'hui pour SpaceIL. Donc, c'est-à-dire, c'est trouver ces fonds-là pour arriver à développer. C'est-à-dire, la technologie, on l'a, la connaissance, on l'a, les personnes sont là. La question maintenant, ça serait une question essentiellement de budget. Donc là, on peut voir l'annonce de la reparte d'Israël, du redépart d'Israël, du retour vers la Lune de SpaceIL. Là, c'est chez le président, l'ex-président Rivlin en avril, puisqu'il a été changé le mois dernier, et avec le ministre des Sciences. Et on voit là le dessin de Bereshit, qui sera une sonde qui sera plus grande, qui aura certaines corrections et modifications par rapport à ce qu'on a fait, la première sonde, et qui comportera 2 modules qui devront atterrir. Pourquoi 2? Parce que pour arriver dans 2 endroits différents, 2, ça augmente la probabilité de réussite, et aussi étudier 2 fois plus d'endroits qui n'ont pas été encore faits. Donc, encore une fois, ce sont les grandes lignes. Autour du projet de Bereshit 2. Et c'est à peu près à ce moment-là, cet été, il devrait y avoir encore une réunion d'avancement. Jusque-là, ce sont plus ou moins ce qui est permis de dire pour le grand public, qui sont les grandes lignes, qui sont aussi sur les lignes, qui sont aussi sur le site de SpaceIL. Alors avec ça, je termine. Alors je vous remercie pour tous ceux qui ont eu la patience d'écouter ces nouvelles de la conquête spatiale, de Mars et de la Terre, et qu'est-ce qui se passe en Israël, qu'est-ce qui se passe un peu en dehors d'Israël. Alors, je vous souhaite aussi un grand Shabbat Shalom. Et si Dieu veut que l'aventure spatiale, la conquête spatiale, soit encore intéressante. Donc maintenant, s'il y a des questions, avec plaisir. Ariel, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ton intervention claire et remarquable et très passionnante. Comme c'était très clair, il n'y a pas beaucoup de questions. Alors moi, je t'en pose une avant de laisser la place éventuellement à d'autres questions de nos auditeurs. Est-ce qu'Israël a participé d'une manière ou d'une autre à la mission des Émirats?
À ma connaissance, non. Il y a eu des conseillers qui ont été faits. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de juifs, ça je ne le sais pas. Les Émirats, à ma connaissance, se sont beaucoup concertés avec les Américains parce qu'Israël n'est pas arrivé sur Mars. Donc, étant donné que leur objectif, c'était Mars, ils ont pris, je suppose, des consultants de là-bas. Je suppose que s'il y a une mission émirate qui ira vers la Lune, c'est très possible qu'il y ait une certaine concertation. Et c'est très possible. J'ai entendu parler que la dernière délégation qui était là-bas ont proposé, je sais que SpaceX, quand les délégations des Émirats a visité Israël, se sont beaucoup intéressés au projet de SpaceX. Donc pour l'instant, leur objectif, c'était Mars, mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas de partenariat futur. J'espère qu'il y aura peut-être des partenariats, ça serait très intéressant. Alors, je ne vois pas de questions. On te demande juste, Léa te demande de passer le bonjour à Agnès. Ça, c'est des. Avec plaisir, je l'ai vu aujourd'hui. Je travaille à 2 bureaux à côté d'elle. C'était Agnès, c'était moi. Si déjà tu. Agnès, alors attendez, je vais faire plaisir à sa tata, je vais montrer qui c'est Agnès. Agnès, c'était notre ingénieur de contrôle sur la sonde et c'est grâce à elle qu'on a pu arriver jusqu'à la Lune. Alors, voilà, vous voyez l'écran? Alors voilà, ça c'est Agnès et elle travaille aujourd'hui avec moi aussi à EIA. Et c'est une docteure en physique et qui est spécialisée, qui a travaillé aussi pour le CNES et qui est spécialisée dans les systèmes de contrôle et les algorithmes. Quand j'avais des problèmes de maths sur la mission, c'est elle qui m'expliquait. Alors, avec plaisir. On va peut-être laisser la dernière question à Charles qui nous demande quelle est la mission scientifique de Bereshit 2 ? Alors, c'est une très bonne question et je n'ai pas de réponse à cette question. Il est encore trop tôt. Les orbiteurs, j'ai parlé de 2 orbiteurs. Je vais vous les montrer. Sur le dessin, il y a 2 orbiteurs qui devront faire des missions scientifiques. Il y a eu un appel au public à proposer des missions scientifiques. Donc, on voit les 2 orbiteurs qui sont sur la droite. Sont des petits orbiteurs. La Lune est très limitée. On ne parle pas comme sur Mars de plusieurs années de recherche parce que les températures sont très extrêmes. On parle de quelques jours. Donc, la diversité des missions scientifiques qui peuvent être faites, il faut que la mission soit très courte et avec peu de récolte de données, étant donné les conditions sur la Lune qui sont très chaudes ou très froides. Donc, il y a en général des missions magnétiques comme ce qu'on a essayé de faire avec Bereshit. Il y a une étude des particules qui en général est faite. Mais c'est des missions de quelques jours. Et ça n'a pas encore été défini. D'ailleurs, j'en ai parlé aujourd'hui, donc j'étais en contact avec l'Institut Weizmann. Je leur ai posé la question, est-ce qu'ils avaient proposé une étude scientifique? Ils m'ont dit que pour l'instant, ils n'avaient pas encore proposé, c'est encore trop tôt. On n'en est pas encore là. Mais je suppose que d'ici la prochaine année, ça va s'éclaircir. Encore une fois, merci Ariel pour toutes ces informations et cet exposé remarquable. Peut-être que Yasmine, tu nous rappelles la prochaine intervention, ça ne sera pas dans l'espace, ça sera dans le temps, je crois dimanche. Ouais. Dimanche à 11h heure française avec Chaim Berkovitch sur le Mont du Temple. D'accord, le Mont du Temple, hier, aujourd'hui, demain, et très très bien. Donc encore merci Yasmine, merci Ariel, merci Avi. Nous vous souhaitons de Jérusalem un très bon Shabbat Shalom et à bientôt sur nos écrans. Merci beaucoup. Merci à Yasmine, Naftali et l'OSM pour toutes ces interventions. Moi aussi, j'écoute aussi souvent, c'est très intéressant sur divers sujets. Alors, continuez comme ça et si Dieu veut, alors de bonnes nouvelles et Be'atzlacha, comme on dit chez nous. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye, Ariel. Shabbat Shalom. Bye, Shabbat Shalom. Bye.